Marc-Antoine Coulon, merci d'être parmi nous pour cette journée mondiale de l'art 2024. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer en quoi votre travail est en lien avec l'impact social? Alors, je suis donc Marc-Antoine Coulon, je suis un artiste peintre qui parfois fait de l'illustration. Je fais une grande différence entre les deux, parce que quand on est artiste, on développe une vision, une manière de dire, et quand on fait de l'illustration, cette différence ne devrait pas exister, hein, mais elle existe quand même dans les faits. Quand on fait de l'illustration, on n'attend pas de vous une personnalité ou quoi que ce soit, on attend de vous que vous soyez comme une application Apple qui peut dessiner n'importe quoi selon la fantaisie du commanditaire. Oui, que dire d'autre sur moi, si ce n'est que je mets beaucoup de moi dans mon travail, mais comme tous les artistes, et que mon travail parle plus de moi finalement euh, que tous les mots que je pourrais dire sur moi. En tant qu'artiste, c'est toujours intéressant d'apporter euh, contrairement à l'illustration seulement, d'apporter son regard, d'apporter sa petite musique. Je m'attache moi particulièrement à une sorte de persistance rétinienne, c'est-à-dire que euh, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on peut être charmé par toute l'aura qui s'en dégage, toute l'humanité qui s'en dégage. Si on prend une photo à ce moment-là avec son téléphone portable, on est forcément très déçu du résultat, parce que la photo va être très cruelle et ne va rien sélectionner du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand vous avez tourné le coin de la rue et que votre parfum est encore en suspens dans les airs, ce qui va rester de votre charme et de ce qui va m'avoir marqué dans votre présence. C'est ce que j'essaye de rendre dans les portraits que je fais. C'est en tout cas le but que je poursuis. Alors, quant à savoir en quoi mon travail est relié à l'impact social, c'est une question difficile, surtout en tant qu'artiste. C'est plutôt dans le sens inverse où c'est ce qui se passe dans la société qui nous impacte, parce que nous sommes des témoins de ce qu'on voit. Comme il est vrai qu'on ne pense pas à partir de rien, on se nourrit beaucoup de ce qui nous entoure et des émotions positives ou négatives que ça nous procure. Et je ne sais plus qui disait ça, si c'était Mauroy ou Paul Klee. Je confonds les deux citations qui sont très proches, mais que l'art rend visible. Donc nous, notre but, c'est de rendre visible des choses qui sont déjà là, de, de dire les choses autrement que ce que l'on peut juste constater. C'est y apporter justement et notre parfum, et notre petite musique et notre regard. Donc c'est compliqué pour nous d'évaluer un éventuel impact sociétal. Ce sera plutôt aux autres de le dire et à l'histoire de juger par la suite quand notre œuvre sera complète, quand on sera vraiment arrivé au bout de notre quête à la fin à la fin de notre parcours. Un artiste un peu comme un révélateur de la réalité. Alors, vous parliez aussi de cette espèce d'instant furtif, hein. Il y a beaucoup de poésie dans votre façon d'appréhender votre art. Et moi, je voulais justement faire découvrir au public comment est-ce qu'on peut justement percevoir votre art, en particulier dans ce dessin, je trouve assez révélateur de la furtivité que vous arrivez à capter. C'est presque, j'allais dire, de l'art de la photographie. On a quelque chose, par exemple, avec cet œil-là, qui nous dit aussi quelque chose de la beauté. Et il y a beaucoup de femmes aussi hein, dans vos illustrations. Je dois beaucoup aux femmes, vraiment. Et par le passé et dans l'avenir, je suis persuadé effectivement que elles sont la clé de tas de choses qui vont m'arriver, absolument. Et c'est vrai que oui, toutes les grandes étapes de mon travail et de ce qu'on pourrait appeler carrière je les dois vraiment à des femmes avec une forte personnalité. Oui, oui. Quant à l'œil, c'est vraiment la partie qui m'intéresse le plus dans les visages. Je viens de terminer là une semaine de portraits en live pour une marque de haute joaillerie. Et je commence toujours, je dis toujours quand les gens posaient pour moi, euh,
regardez-moi bien parce que je vais ancrer toute votre ressemblance, je vais ancrer toute votre personnalité dans vos yeux. On dit souvent que c'est la fenêtre de l'âme, mais on pourrait presque dire, oui, c'est la partie la plus érotique du visage. Euh, Parce qu'il va pas voir. Même avec un sourire, on peut distinguer une pointe de nostalgie dans un regard, quelque chose un nuage qui va passer, ou au contraire, dans un visage un peu fatigué, on va pouvoir voir que une profonde tendresse, une profonde douceur dans un regard. Et puis, ça permet de jouer avec les flous, les brillances, les choses très nettes. Et sur les regards féminins, on peut en plus y ajouter toute la magie du maquillage, qui est alors, ça a tendance à bouger, ce que je vais vous dire, mais de manière générale, c'est un rituel, le maquillage, qui nous est complètement mystérieux pour nous, les hommes. Cette manière de pouvoir réinventer son visage et composer sa personnalité, son visage par le maquillage. Il n'y a pas plus joli et plus mystérieux spectacle qu'une femme qui fixe son reflet dans le miroir pendant qu'elle est en train de se maquiller. C'est Mhm. quelque chose qui est absolument fascinant. Nous, ce qu'on a de plus proche, c'est euh, le cérémonial du rasage le matin, mais c'est quand même beaucoup moins glamour. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup moins glamour. Alors, le principe de l'illustrateur, c'est finalement en quelques traits faire vivre, en fait, faire sortir du papier un être, un individu. Et là, on le voit bien, hein, on retrouve ce que vous disiez au niveau des yeux, mais sinon, on voit que les contours sont vraiment très, très légers. Comment est-ce que vous réussissez comme ça à pouvoir capter euh, presque l'impalpable pour donner forme? Là, on voit bien, hein, c'est fait, je le dis, sans intelligence artificielle ni technique 3D. Comment vous réussissez à pouvoir faire sortir littéralement ces géométries d'un espace plane? Curieusement, les dessins les plus simples sont les plus compliqués et dont l'enfantement se fait dans la plus grande douleur, justement, parce qu'on a tendance à en faire trop, toujours, tout le temps. Même quand on se raconte, on a tendance à en raconter beaucoup trop. Donc là, c'est pareil, quand on raconte quelqu'un sur un papier, on a tendance à vouloir tout mettre dessus. Donc c'est un équilibre euh, vers lequel on tend, de ne mettre que l'essentiel et de ne pas encombrer, parce que la nature nous donne trop d'informations, donc à nous de les sélectionner, à nous de donner à voir ce qui fait que telle personne est unique et que son charme est sans équivalent. Oui, il faut absolument il faut écouter, enfin, le modèle a des droits et le dessin aussi a des droits. Donc, il y a de longs moments de pause quand je fais ce genre de portrait-là et où j'attends que le dessin me dise s'il est fini ou s'il en manque. Ce qui est extrêmement frustrant. Et au moment où j'ai terminé, où vraiment, là, je pense que j'ai apposé ma signature et que le dessin est terminé, je suis comme une crevette à qui on a retiré sa coquille. Donc, on peut me tuer d'une réflexion. C'était François Sagan, je crois, qui disait ça, que on écrit pour deux ou trois personnes qui vous aiment et vous croient forte et qui ne savent pas. Je martyrise la citation, hein, mais c'était l'idée quand même. Et qui ne savent pas qu'ils peuvent vous mettre à terre d'une phrase et que parfois le coup est si violent que tout se met à vaciller autour de vous. Et c'est effectivement très vrai. On met tellement de soi et on est tellement incertain et c'est tellement quelque chose de fragile et qui nous dépasse que le moment de plus grande fragilité d'un artiste, c'est quand il vient de terminer son œuvre et que ben voilà, il faut laisser poser l'œuvre, la laisser mijoter pour qu'elle vous dise si elle est finie ou pas. Mhm, mhm. Et puis après, c'est ce que Baudelaire a aussi appelé ce moment très, très douloureux, hein, de la faire vivre pour les autres, de l'abandonner et d'accepter en fait qu'elle ne soit plus à soi. Complètement, complètement. C'est d'ailleurs ce qu'il y a de plus déroutant lors d'un vernissage oui, pour l'ouverture d'une exposition où tous ces dessins qui ont vécu très intimement chez moi, dans mon salon,
qui ont fait partie vraiment de mon intimité la plus profonde et qui m'échappent complètement parce que les gens, et c'est très bien, se font leur propre histoire, font leur propre interprétation, parfois qui n'a absolument rien à voir avec ce que je pensais avoir semé comme piste et comme indice, et se l'approprient complètement. Et oui, oui, c'est comme voir partir un amour avec quelqu'un d'autre et commencer une autre histoire alors qu'on a eu une intimité très forte avant, mais qui n'est plus d'actualité. Mhm. Je voudrais terminer avec ce dernier travail qui est là aussi très intéressant. On parlait de partenariat, notamment avec des marques de luxe ou des marques de, de joaillerie, entre autres. Là, c'était pour une marque de parfum, n'est-ce pas? Alors là, non, celui-ci, c'était pour une exposition, c'était pour le lancement de mon livre sur Paris Ah, euh, de- dans, à la galerie du Passage de Pierre Passebon. Et c'est un dessin qui avait été choisi par le Madame Figaro, justement, pour parler de cette exposition. Là, pour le coup, voilà un dessin qui est extrêmement personnel et extrêmement intime, celui-ci. C'était vraiment une recherche euh, très personnelle et qui n'avait, pour le coup, pas grand-chose à voir avec un travail de commande ou de dessin qui s'appelait Parfum Céleste. mhm. Euh, J'avais appelé comme ça. Je ne sais pas si je peux raconter, si je peux m'appesantir sur l'histoire Non, de ce. au contraire, c'est vraiment ce que l'on souhaite. Moi, ce qui me frappe dans ce dessin, c'est vraiment l'énergie que vous y avez consacrée et vraiment une capacité, je trouve, de rayonnement que le visage peut avoir avec le côté des points derrière. Il y a vraiment une vie, on le sent presque battre. C'est à la fois un visage, mais c'est aussi un cœur. Donc il y a une vie avec une vraie capacité, je trouve, de mouvement qui se dégage de ce dessin. Mais je vous en prie, expliquez-nous-en la genèse, au contraire. Est-ce que ça voilà, après ce que vous avez dit, aucune explication de la genèse du dessin ne peut être à la hauteur de ce que vous venez de dire sur ce dessin. Donc j'hésite. Mais bon, allez, ça fait partie aussi de ma petite mythologie personnelle quand j'étais enfant, dans la maison de mes grands-parents, euh, et il y avait un disque de l'adolescence que ma mère avait quand elle était adolescente et qui me bouleversait absolument. La chanteuse aujourd'hui, les gens l'ont oubliée, mais elle a eu son moment de gloire dans les années 60. Elle était produite par Henri Salvador. Elle s'appelait Tini Young. C'est d'origine vietnamienne, avec une voix très douce, très suave, et qui chantait une chanson qui s'appelait Adieu, bonne chance. Et j'avais eu comme une préscience à ce moment-là. Voilà, mon Dieu. Comme une préscience, pardon, comme une préscience à ce moment-là alors que j'étais très jeune, hein, j'avais moins de 10 ans, que j'allais être séparé de cette maison, de cette ambiance, de gens que j'aimais, avec la même nostalgie que cette chanson-là qui disait Adieu, bonne chance, il ne faut pas pleurer car tu vas l'oublier, avec oui, c'est ça. Il y avait une vraie mélancolie dans cet air-là, avec les arrangements sublimes de Christian Chevalier. Et j'ai fait ce dessin-là au moment où j'ai retrouvé trace de cette chanteuse qui avait disparu de la vie publique depuis les années 60, depuis 1966. Et j'ai retrouvé trace d'elle grâce à sa fille. On a commencé une relation épistolaire. Je la vois le week-end prochain. Je vais la rencontrer pour la première fois le week-end prochain et, euh, et dont la voix a été tellement inspirante et dont cette chanson a été tellement inspirante pour toute cette part de nostalgie et voilà ce qu'elle m'avait fait comprendre enfant, que la vie était faite de séparation et de deuil. Et que tous les bonheurs qu'on peut avoir et toutes les choses qu'on croit acquises, il y a un moment où il va falloir apprendre à vivre sans, ce qui peut être vécu dans une grande douceur qui n'empêche pas la douleur, l'algos, la partie douleur de la nostalgie. Très touchant comme histoire, parce que c'est vrai que on sent le côté noir et blanc de la nostalgie, le regard là aussi qui a été très travaillé, et vraiment ce visage nous appelle à découvrir quelque chose, on le sent bien, qui est passé, qui est d'une très grande pureté, d'une très grande beauté. Et justement, comment vous avez pensé à pouvoir le mettre sur le fond avec les points rouges? Qu'est-ce que ça veut dire les points rouges?
Ah, le fond avec le point rouge, je voulais effectivement qu'il y ait un contraste entre voilà, un certain classicisme dans ce visage, dans ce très beau visage que je trouve étonnamment très actuel. J'ai souvent utilisé avec sa complicité le visage de cette chanteuse pour des publications, notamment dans le Harper's Bazaar allemand, euh, très très régulièrement, je trouve moyen de lui semer un clin d'œil dans les publications de luxe ou de mode que j'ai eu à faire, justement, puisque cette voix m'habite depuis longtemps et, euh, et parfume ma vie depuis longtemps. Donc je voulais voilà, qu'il y ait une grande différence entre cette douceur et ce... Vous voyez, il y a rien de tranchant dans ce visage, il n'y a pas de noir pur, il y a que... c'est une grisaille. Et, euh, et je voulais que le fond puisse évoquer quelque chose de musical, euh, mais pas agressif. Je veux pas que ce soit agressif, je voulais que ce soit musical et comme des notes en suspens, des petites notes en suspens euh, qui pourraient correspondre justement à une partition un peu asiatique, un peu de musique chinoise presque. Vous voyez, quelque chose qui puisse, des petits arrangements tintinabulants, des choses comme ça. Écoutez, merci, merci beaucoup pour ce partage. On va devoir terminer cet entretien, mais avant, j'aimerais vous demander quel est votre message pour cette journée mondiale de l'art. Là, vous me lancez sur quelque chose où, d'abord, c'est toujours très très prétentieux hein, en tant qu'artiste, de vouloir donner un message et à qui et pourquoi et de quel droit. Mais ce que je peux dire, et qui est un conseil que je donne souvent, euh, mettons-nous en colère contre la médiocrité de ce qui nous entoure, la médiocrité des scénarios qu'on peut voir dans les films, des réalisations, de certains castings, la médiocrité de certains romans, la médiocrité de certaines mises en page, la médiocrité de certaines œuvres qui nous sont proposées. On vaut mieux que ça. On vaut beaucoup mieux que ça. Et puis, je pense qu'à partir du moment où on est tout à fait satisfait de l'univers artistique et pictural de l'époque dans laquelle on vit, ça veut dire qu'on n'a rien à y apporter. En tant qu'artiste, si on veut avoir quelque chose à apporter, il faut forcément qu'on ne trouve pas déjà dans le monde existant ce qu'on voudrait y apporter. Donc, rebellons-nous contre les mauvaises typographies, contre le mauvais jeu d'acteurs, contre les mauvaises histoires, contre les mauvaises images qui nous entourent de partout. Surtout que euh, c'est une généralité qui ne demande qu'à être contredite par des tas de contre-exemples, mais puisque là on fait vite, je m'autorise à cette caricature-là. Nos dirigeants ont tendance, non pas volontairement, hein, c'est tout à fait inconscient de leur part, mais euh, à nous mépriser, une sorte d'élite consanguine qui imagine que nous avons tous des goûts dictés par les algorithmes des applications d'iPhone et qu'on se contente très très bien de ce qu'on connaît déjà. Alors que notre responsabilité d'artiste à nous, c'est de montrer et à tout le monde que le monde pourrait être autrement, comme Fellini montrait que on pouvait raconter autrement, comme dans Juliette des Esprits, comme la Dolce Vita, que le rapport du monde au péché et au mal. Tu vois. On peut autrement, on peut montrer un ailleurs, un autrement, un autre chose, mettre de la couleur, mettre de l'espoir, mettre de la beauté, là où la laideur est partout, là où la médiocrité est partout, et que c'est malgré la pression sociale de ne faire que des choses confortables et rassurantes que les gens connaissent déjà, c'est notre responsabilité d'artiste de proposer autre chose autrement ailleurs. Merci, merci beaucoup pour ce très beau message. On vous souhaite bonne chance pour la suite et pour les merveilleux projets que vous entreprenez. Merci d'avoir été présent parmi nous pour la Journée mondiale de l'art. Avec grand plaisir.